Robert Bresson naît le 25 septembre 1901 à Bromont-la-Motte, dans le Puy-de-Dôme, et meurt à Paris le 18 décembre 1999. Il ne réalise que 13 longs métrages en 40 ans, mais son nom devient une référence mondiale pour des cinéastes qui cherchent à éloigner le cinéma du théâtre filmé. Le paradoxe central de Robert Bresson est déjà là. La reconnaissance obtenue avec Journal d'un curé de campagne en 1951 ne l'amène pas à rendre ses films plus spectaculaires. Elle l'encourage au contraire à réduire encore le jeu des interprètes, les explications psychologiques et les effets visibles. Cette biographie de Robert Bresson suit le parcours d'un réalisateur dont la rareté de l'œuvre a renforcé l'influence. Avant de devenir cinéaste, Bresson se forme aux arts visuels. Il s'intéresse à la peinture, puis travaille dans la photographie. Cette première pratique compte dans son rapport futur au visage, aux mains, aux objets et au cadre. Dans ses films, il évite souvent de montrer une action entière. Il préfère isoler une poignée de porte, un pied qui descend un escalier, une main qui prend un billet ou un visage qui écoute une voix hors champ. Son premier film connu est pourtant éloigné de l'univers austère auquel son nom sera ensuite associé. En 1934, il réalise Les Affaires publiques, un court-métrage burlesque construit autour d'une rivalité absurde entre deux états imaginaires. Le film utilise les codes de la comédie et du gag visuel. Cette expérience reste isolée dans sa filmographie, mais elle prouve que Bresson a d'abord essayé une forme plus directement comique et plus proche du cinéma populaire de son époque. Après Les Affaires publiques, il ne passe pas immédiatement au long métrage. Près de 10 années séparent ce court film de Les Anges du péché, sorti en 1943. Entre-temps, la guerre interrompt brutalement la trajectoire du futur réalisateur. Mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, Robert Bresson est fait prisonnier par les Allemands en 1940. Il reste détenu environ 1 an avant d'être libéré. Cette captivité est un fait biographique important, mais elle ne doit pas être confondue avec l'intrigue d'un condamné à mort s'est échappé. Le film de 1956 s'inspire du témoignage d'André Devigny, résistant emprisonné au fort Montluc de Lyon. Bresson n'y raconte donc pas sa propre évasion. Son expérience de prisonnier appartient au contexte de sa vie, tandis que Devigny fournit le récit précis qui structure le film. Libéré, Bresson entre dans le long-métrage en pleine occupation. Les Anges du péché sort en 1943. Le film se déroule dans un couvent où des dominicaines accueillent des femmes sorties de prison. Le scénario est signé Robert Bresson, avec des dialogues de Jean Giraudoux. Dès ce premier long-métrage, le réalisateur s'intéresse à des personnages placés devant des choix moraux et à des institutions fermées, comme le couvent, la prison, ou plus tard, le tribunal. Les Anges du péché n'a pas encore la sécheresse formelle des films de maturité. Les acteurs y jouent selon des codes plus proches du cinéma traditionnel, et les dialogues gardent une place importante. Mais Bresson y organise déjà les scènes autour de rapports de force précis, de silence et de gestes retenus. Il ne cherche pas à représenter un monde social dans toute sa diversité. Il resserre l'action sur quelques lieux et sur des personnages confrontés à des règles qui les dépassent. Son deuxième long-métrage, Les Dames du bois de Boulogne, paraît en 1945, quelques mois après la Libération. Le film est écrit avec Jean Cocteau et s'inspire librement d'un épisode de Jacques le Fataliste de Denis Diderot. Maria Cazares et Élina Labourdette y incarnent les figures centrales d'un récit de vengeance amoureuse. Bresson travaille alors avec des vedettes et avec une écriture très littéraire, 2 éléments qu'il réduira fortement dans ses films suivants. Les Dames du bois de Boulogne montrent un réalisateur
encore lié à une certaine tradition française du dialogue et de la mise en scène sophistiquée. Pourtant, le film annonce déjà sa défiance envers l'expression trop appuyée. Bresson filme les déplacements, les regards, les silences et les objets qui circulent entre les personnages comme des éléments décisifs de l'action. Il commence à dissocier le sens d'une scène de son seul dialogue. Le changement devient beaucoup plus net avec Journal d'un curé de campagne, sorti en 1951. Bresson adapte le roman de Georges Bernanos, publié en 1936. Claude Lédu interprète un jeune prêtre envoyé dans une paroisse rurale où il rencontre l'hostilité, la maladie, la solitude et l'incompréhension. Le film reçoit le prix Louis Deluc, une distinction qui installe Robert Bresson parmi ses réalisateurs français les plus suivis par la critique. Ce succès ne transforme pas Bresson en réalisateur de prestige au sens commercial du terme. Journal d'un curé de campagne reste un film dépouillé, porté par une voix intérieure, des déplacements limités et une attention constante aux difficultés physiques du personnage. L'adaptation de Bernanos donne à Bresson un matériau religieux et moral, mais le film ne repose pas sur des sermons, ni sur une illustration décorative de la foi. Il suit un homme qui tente d'accomplir sa fonction, alors que son corps et son environnement lui résistent. Le prix Louis Deluc apporte une reconnaissance critique, mais Bresson choisit ensuite de pousser plus loin encore sa rupture avec les habitudes du cinéma. Il ne cherche pas à reproduire la même formule littéraire ou religieuse. En 1956, il réalise « Un condamné à mort s'est échappé, où le vent souffle où il veut », récit d'une préparation d'évasion dans une prison allemande pendant la guerre. Le héros, Fontaine, est interprété par François Leterrier. Toute la construction du film repose sur des actions concrètes. Observer une serrure, récupérer des matériaux, détacher des lattes de bois, tresser des cordes, apprendre les horaires des gardiens et mesurer les risques. Le spectateur ne reçoit pas de longues analyses psychologiques. Il comprend l'obstination du personnage par la répétition de gestes précis et par les sons de la prison. C'est à cette période que la méthode de Bresson devient clairement identifiable. Il emploie le mot de « modèle » pour désigner ses interprètes. Le terme ne signifie pas simplement qu'il refuse les acteurs professionnels. Selon les films, il travaille avec des débutants, des non-professionnels ou des interprètes ayant déjà une expérience. Mais il veut limiter les réflexes de jeu, les effets de composition et la démonstration d'émotion. Bresson fait répéter les prises afin d'user les intentions trop visibles. Il cherche une diction qui ne souligne pas chaque sentiment et un geste qui ne semble pas joué pour la caméra. Cette méthode peut donner à ses personnages une apparente neutralité. Pourtant, cette neutralité n'est pas une absence de travail. Elle déplace l'émotion vers le montage, le rythme, le son et les conséquences des actions. Dans « Un condamné à mort s'est échappé », le hors-champ devient aussi important que l'image. Des pas dans un couloir, le bruit d'un train, une porte qui s'ouvre, une voix entendue derrière un mur ou les cloches d'une église renseignent le spectateur sur ce qu'il ne voit pas. Bresson ne considère pas le son comme un simple accompagnement. Il l'utilise pour agrandir l'espace hors de l'écran et pour maintenir l'incertitude sur les dangers immédiats. Le film s'appuie sur le récit d'André Devigny, mais Bresson ne reconstitue pas la guerre comme un spectacle historique. Il concentre le récit sur la discipline nécessaire à l'évasion. Cette concentration explique la tension du film. Chaque geste utile peut aussi provoquer une alerte. Lorsque Fontaine reçoit un jeune codétenu dans sa cellule, la question n'est pas présentée comme un grand débat abstrait. Elle devient un problème concret de survie, de confiance et de silence. En 1959, Bresson réalise Pickpocket. Martin Lassalle y joue Michel,
jeune homme qui commence à voler dans les lieux publics. Le film s'inspire librement de Crimes et Châtiments de Fiodor Dostoïevski, sans en être une transposition directe. Bresson observe les techniques du vol avec une précision presque documentaire. Mains qui se croisent, portefeuille, extrait d'une poche, montre détachée d'un poignet, objet à transmis entre complices. Pickpocket radicalise le découpage des corps. Les visages ne sont pas toujours le centre de l'image. Les mains, les sacs, les manteaux, les portes et les billets deviennent des éléments narratifs à part entière. Cette méthode permet à Bresson de filmer le vol sans le transformer en numéro virtuose. La précision des gestes montre à la fois l'habileté de Michel et l'enfermement progressif de sa conduite. Le film reçoit un accueil plus réservé que Journal d'un curé de campagne, où un condamné à mort s'est échappé. Cette réception rappelle que l'influence de Bresson ne s'est pas construite seulement par des succès immédiats. Plusieurs de ses films trouvent d'abord leur place auprès des critiques, des cinéastes et des spectateurs les plus attentifs à la mise en scène. Leur réputation s'amplifie ensuite au fil des restaurations, des rétrospectives et des études consacrées à son travail. En 1962, Bresson tourne Procès de Jeanne d'Arc. Il ne reprend pas la structure dramatique habituelle des récits consacrés à Jeanne d'Arc. Il s'appuie sur les procès-verbaux historiques et resserre le film sur les interrogatoires. Florence Delay interprète Jeanne avec une retenue qui correspond à la recherche du réalisateur. Les juges, les soldats, les réponses brèves et les documents prennent davantage de place que les grandes scènes héroïques. Le choix est significatif. Bresson ne traite pas Jeanne d'Arc comme une figure monumentale placée au-dessus des autres. Il filme une jeune femme confrontée à une procédure, à des questions répétées et à une autorité judiciaire qui cherche à obtenir des réponses précises. L'événement historique est ramené à des voix, des pages, des cellules et des gestes administratifs. Cette réduction ne diminue pas la violence du procès. Elle la rend plus sèche et plus concrète. 4 ans plus tard, Au hasard Balthazar, sorti en 1966, élargit son regard à un village, à une famille et à plusieurs formes de brutalité sociale. Le personnage central est un âne, Balthazar, qui passe de propriétaire en propriétaire. Anne Wiazemski joue Marie, jeune fille liée à l'animal depuis l'enfance. Bresson ne fait pas de Balthazar un animal doué de pensées humaines. Il le place au milieu des actes humains et laisse les comportements des personnages apparaître à travers leur rapport à lui. Au hasard, Balthazar devient l'un des films les plus commentés de Bresson. Son récit traverse la pauvreté, la violence, l'exploitation, le désir et la cruauté sans offrir de solution consolante. Le réalisateur continue d'éviter l'explication psychologique détaillée. Il montre les faits, les ruptures et les conséquences. La circulation de l'âne entre différents maîtres donne au film une structure où les mêmes espaces révèlent des rapports humains très différents. En 1967, Bresson adapte à nouveau Bernanos avec Mouchette. Nadine Nortier incarne une adolescente vivant dans un environnement marqué par la pauvreté, l'alcoolisme et l'absence de protection. Le film était plus court que Au hasard Balthazar, mais son observation sociale est directe. Bresson suit Mouchette dans son quotidien, à l'école, à la maison et dans les lieux où les adultes exercent sur elle une domination qu'elle ne peut presque jamais contester. Mouchette confirme que le cinéma ascétique de Bresson n'est pas limité aux 2 récits religieux ou historiques. Il peut aussi traiter une réalité contemporaine, rurale et sociale. Le style reste fondé sur les ellipses, les sons et les fragments de gestes. Mais le sujet devient plus frontal. Une adolescente est exposée à l'indifférence, à la violence et à l'humiliation, sans qu'un personnage extérieur vienne réparer ce que les autres ont détruit. À la fin des années,
1960. Bresson doit modifier un élément matériel essentiel de son travail. Il passe à la couleur. Une femme douce, sorti en 1969, est son premier long métrage en couleur. Le film adapte une nouvelle de Dostoïevski et réunit Dominique Sanda et Guy Frangin. L'intrigue commence après la mort d'une jeune femme, tandis que son mari tente de reconstruire leur relation à partir de souvenirs et de scènes fragmentées. La couleur ne conduit pas Bresson à rechercher un style plus décoratif. Il conserve des cadres sobres, une attention aux objets et une distance à l'égard du jeu expressif. Mais les couleurs, les vêtements et les intérieurs prennent une place nouvelle dans la composition. Le réalisateur ne renonce pas à sa méthode. Il l'ajuste à un support qui rend visible d'autres détails. En 1971, il réalise 4 nuits d'un rêveur, autre adaptation libre de Dostoïevski, tirée des Nuits d'Armure Blanche. Le film se déroule dans le Paris du début des années 1970. Bresson y introduit des éléments plus contemporains, notamment des enregistrements et des bruits urbains. Jacques, le personnage principal, rencontre une jeune femme qui attend le retour d'un autre homme. Le récit demeure construit sur la parole et l'attente, mais il observe aussi une ville moderne, traversée par les sons, les voitures et les promeneurs. Cette période montre que Bresson n'est pas resté figé dans les cadres ruraux, religieux ou carcéraux de ses films antérieurs. Il filme Paris, la jeunesse et les relations sentimentales, sans adopter les codes de la comédie romantique ou du cinéma de la nouvelle vague. Ces personnages parlent mille peu de manière explicative. Les silences et les actes interrompus continuent d'organiser l'essentiel. Lancelot du Lac, sorti en 1974, constitue une nouvelle étape. Bresson aborde la matière arthurienne, après de nombreuses adaptations qui avaient souvent privilégié le faste, les armures et les batailles. Son film prend le chemin inverse. Les combats sont fragmentés. Les chevaux et les armes sont entendus autant que vus. Et la violence apparaît par des sons secs, des chutes et des corps blessés. Le réalisateur réduit la légende à une communauté épuisée par la guerre et les rivalités. Lancelot du Lac ne cherche pas à faire revivre un Moyen-Âge pittoresque. Il présente une table ronde déjà divisée, minée par la relation entre Lancelot et la reine Guenièvre. Les costumes, les armes et les décors ne deviennent jamais des attractions autonomes. Ils servent une vision de la chevalerie comme système usé, incapable de retrouver l'unité qu'il prétend défendre. En 1977, Bresson revient au monde contemporain avec Le Diable probablement. Le film suit Charles, un jeune homme qui traverse un Paris marqué par les débats écologiques, la consommation, la politique et le désenchantement d'une partie de la jeunesse. Le réalisateur ne livre pas un manifeste sur les années 1970. Il montre des discussions, des comportements, des transactions et des discours qui n'empêchent pas les personnages de rester isolés. Le Diable probablement provoque des réactions contrastées. Certains y voient un portrait sévère de la jeunesse et de la société de consommation. D'autres reprochent au film son pessimisme ou sa distance. Cette division correspond à la place particulière de Bresson dans le cinéma français. Sa rigueur attire une admiration durable, mais elle peut aussi dérouter un public qui attend des personnages de plus explicatifs ou une narration plus traditionnelle. Son dernier long métrage, L'Argent, sort en 1983. Bresson s'inspire librement d'un récit de Léon Tolstoï, Le Faux Coupon. Il transpose l'idée centrale dans la France contemporaine. Un faux billet circule de main en main et déclenche une série de conséquences qui frappent particulièrement Yvon, interprété par Christian Pathé. Le film suit la chaîne des responsabilités sans proposer de coupable unique, capable de résumer tout le mal produit. L'Argent concentre plusieurs principes du cinéma de Bresson. Les transactions, les billets,
les objets, les portes et les machines, comptent autant que les discours. Les personnages sont souvent définis par ce qu'ils font, refusent-moi de faire ou laisse-moi faire. La circulation du faux billet relie des personnes qui ne se connaissent pas et montre comment une faute initiale, traitée comme un détail, entraîne des dégâts de plus en plus graves. Le film reçoit le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1983. Cette distinction arrive au terme d'une carrière déjà reconnue par les cinéphiles et par de nombreux réalisateurs. Pourtant, l'argent reste son dernier film. Bresson envisage par la suite plusieurs projets, dont une adaptation de la Genèse, mais aucun nouveau long-métrage n'aboutit. L'absence de film après 1983 renforce le caractère concentré de sa filmographie. 13 longs métrages suffisent à dessiner une évolution nette. Des films encore liés au dialogue littéraire et aux acteurs célèbres, puis une recherche de plus en plus rigoureuse sur les modèles, le son, le montage et l'ellipse. Chaque nouveau titre modifie légèrement la méthode, sans abandonner le refus du spectacle démonstratif. Pour comprendre cette recherche, ses notes sur le cinématographe sont une source essentielle. Le livre, publié en 1975, rassemble des fragments écrits sur plusieurs années. Bresson y distingue le cinématographe du cinéma qu'il juge trop dépendant du théâtre, de la performance des acteurs et de l'illustration. Ces notes ne forment pas une autobiographie détaillée. Elles exposent surtout une conception du travail artistique. Il y défend l'idée que l'image et le son doivent produire ensemble un effet qui ne se réduit ni à l'un ni à l'autre. Cette position explique son usage récurrent du hors-champ. Lorsqu'un événement décisif n'est pas montré, le spectateur doit l'imaginer à partir d'un cri, d'un bruit, d'une réaction ou d'un objet découvert après coup. Bresson ne retire pas l'action par manque de moyens. Il organise volontairement ce qui doit rester invisible. Sa méthode influence des cinéastes de pays et de générations différents. Des réalisateurs comme Jean-Luc Godard, Andrei Tarkovsky, Michael Haneke, les frères Dardenne, Paul Schrader ou Aki Kaurismäki ont commenté son importance ou ont été rapprochés de son travail par la critique. Cette influence ne signifie pas que tous imitent ses films. Elle tient à des questions durables. Comment filmer un corps sans le réduire à un rôle théâtral? Comment raconter par le son? Et comment faire exister un événement hors de l'écran? La vie privée de Robert Bresson reste, en revanche, beaucoup moins exposée que son œuvre. Le réalisateur protège largement sa sphère personnelle et donne peu d'éléments permettant de construire un récit intime détaillé. Ses entretiens, ses films et ses notes sur le cinématographe renseignent bien davantage sur ses principes de travail que sur ses relations familiales ou sentimentales. Il faut donc distinguer les faits établis de la projection critique. Les thèmes de la grâce, de la culpabilité, de la solitude, de la prison ou du suicide traversent plusieurs films de Bresson. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de tirer des conclusions définitives sur sa vie intérieure. Les adaptations de Bernanos, Dostoïevski, Diderot ou Tolstoï montrent aussi que son œuvre naît souvent d'un dialogue avec des textes littéraires, et non d'une confession directe. Chercher la vie privée de Robert Bresson conduit ainsi à une limite documentaire claire. Il existe un réalisateur public, identifié par une filmographie, des entretiens et des écrits. Il existe aussi un homme qui a choisi de ne pas transformer son intimité en matière médiatique. Plutôt que d'inventer des révélations, il faut reconnaître que cette discrétion fait partie des données connues de son parcours. Robert Bresson meurt à Paris le 18 décembre 1999, à l'âge de 98 ans. Il laisse derrière lui une œuvre courte, dont le dernier long métrage
remonte déjà à 16 ans. Mais cette rareté a eu une conséquence précise. Chacun de ces films est devenu un objet d'étude, de discussion et de comparaison pour ceux qui s'intéressent à la mise en scène. Cette biographie de Robert Bresson ne se résume donc pas à l'histoire d'un cinéaste réputé austère. Elle retrace un artiste passé de la peinture et de la photographie au cinéma, marqué par la guerre, reconnu avec journal d'un curé de campagne, puis de plus en plus déterminé à inventer une autre manière de filmer. Avec ses modèles, ses gestes fragmentés, ses voix sans emphase et ses sons hors champ, Bresson a construit une forme où la retenue n'efface pas l'émotion. Elle oblige le spectateur à la chercher dans les actes, les silences et les conséquences.